Ne jouez pas avec moi. Vous croyez que je ne sais pas ce que c'est? Monsieur, c'est mon véhicule. La carte grise est à l'intérieur. Oui, on me l'a déjà sorti, celle-là. Belle voiture, belle histoire. Des types comme vous ne passent pas ici avec quelque chose comme ça sans raison. Je suis militaire français en service actif dans la marine. Je peux vous montrer ma pièce. Ne jouez pas avec moi. Vous croyez que je ne sais pas ce que c'est? Monsieur, c'est mon véhicule. La carte grise est à l'intérieur. Oui, je l'ai déjà entendue, celle-là. Belle voiture, belle histoire. Des types comme vous ne passent un homme pas simplement par ici dans quelque chose comme ça. Je suis militaire d'actif dans la Navy. Je peux vous montrer ma pièce d'identité. À 7h14 du matin, dans une station-service rurale au bord de la Highway 9 dans le comté de Coulter, en Géorgie, un Français en vêtements civils se tenait à la pompe numéro 3 en train de faire le plein d'un Chevrolet Tahoe noir. Il portait un t-shirt gris uni, un jean et des chaussures de course. Rien chez lui n'attirait l'attention. Il n'était pas au téléphone. Il ne regardait pas autour de lui. Il faisait simplement le plein par un mardi matin calme, exactement comme des millions d'Américains le font chaque jour. Cet homme s'appelait Senior Chief Darnell Sutton, 38 ans, Navy SEAL en service actif avec 16 ans dans les opérations spéciales. Il venait de passer les 2 dernières semaines en congé à rendre visite à sa mère à Albany et il reprenait maintenant la route vers la Naval Station Norfolk pour un débriefing programmé. Sa carte militaire était dans son portefeuille. La carte grise et l'assurance étaient dans la boîte à gants. Ses papiers de congé étaient pliés dans une enveloppe Kraft posée sur le siège passager. Tout était en règle. Aucun de ces éléments n'aurait la moindre importance pendant les 40 minutes suivantes. Une voiture du bureau du shérif du comté de Coulter entra sur le parking de la station-service et se gara en diagonale derrière le Tahoe, lui coupant la sortie. La portière côté conducteur s'ouvrit lentement. Le shérif Dwight Hargrove en descendit. Il avait 52 ans, 26 ans de service dans le département, avait été élu 3 fois par un comté composé à 68% de blancs et n'avait jamais, pas une seule fois, remis en question sa manière de faire. Il était grand, massif et avançait sans se presser. Sa main reposait sur sa ceinture de service tandis qu'il marchait vers la pompe. Son regard était déjà fixé sur Sutton, pas sur le véhicule, pas sur les plaques, sur l'homme. Hargrove s'arrêta à 6 pieds devant de lui, les pieds bien écartés, le menton légèrement relevé. « C'est votre véhicule ?» Sutton se retourna, le pistolet de la pompe encore à la main. « Oui, monsieur. » Hargrove ne reconnut même pas la réponse. Il dépassa Sutton et commença à faire lentement le tour du Tahoe, jetant des regards à travers les vitres teintées, passant la main le long du montant de la portière arrière comme s'il vérifiait quelque chose. Il s'arrêta à l'arrière, regarda les plaques, puis regarda de nouveau Sutton. Ce véhicule correspond à un signalement de vol venant de Valdosta. Tahoe noir, modèle récent. L'expression de Sutton ne changea pas. Sa voix resta calme. « Et j'ai la carte grise dans la boîte à gants. Je peux vous la montrer. » Hargrove ignora complètement cette proposition. Il ne demanda pas la carte grise. Il ne demanda pas le permis. Il ne vérifia pas les plaques. À la place, il pointa le capot du doigt. « Éloignez-vous du véhicule. Les mains sur le capot. Maintenant. » Sutton reposa le pistolet dans la pompe, s'avança et posa les 2 paumes à plat sur le capot de sa propre voiture. Il ne protesta pas. Il n'hésita pas. 16 années d'entraînement lui avaient appris à évaluer une situation avant de réagir. Et à cet instant précis, tout son instinct lui disait que cet homme avait déjà pris sa décision. Ce que Sutton ignorait encore, c'est que 2 caméras enregistraient déjà. Le système de sécurité extérieure de la station-service couvrait le parking sous 2 angles en vidéo haute définition continue. Et à 30 pieds de là, garé près du compresseur à air, un poids lourd tournait au ralenti avec une dashcam fixée au pare-brise, capturant une vue grand angle de tout ce qui se déroulait à la pompe numéro 3. Le conducteur, un homme nommé Earl Jessup, était à l'intérieur du magasin en train de manger un sandwich au biscuit. Il n'apprendrait que des heures plus tard ce que sa caméra avait enregistré.
Mais quand il le découvrirait, ces images changeraient tout. Hargrove prit sa radio et demanda du renfort. Le député Ronnie Skaggs, 29 ans, et 3 ans de service protégé personnel de Hargrove. Skaggs avait été recruté directement sur la recommandation personnelle du shérif. Aucune expérience préalable dans les forces de l'ordre, aucun honneur particulier à l'académie, simplement un nom que Hargrove connaissait par l'Église et une volonté de suivre les ordres sans poser de questions. Il arriva en moins de 4 minutes. Sa voiture entra vite sur le parking projetant du gravier sous les pneus. Il descendit et marcha droit vers Hargrove sans même regarder Sutton comme un être humain. Ensemble, ils vérifièrent les plaques. Les résultats revinrent propres. Le Tahoe était immatriculé au nom de Darnell Sutton à une adresse de Virginia Beach, en Virginie. Le VIN correspondait. Aucun signalement de vol, aucun mandat, aucune alerte d'aucune sorte. Le système venait de leur donner toutes les raisons de le laisser partir. Hargrove ne le laissa pas partir. Et il regarda l'écran de l'ordinateur embarqué dans la voiture de Skaggs et secoua la tête. Une immatriculation, ça se falsifie. Ces types sont sophistiqués maintenant. Ils cloneraient un VIN, changeraient les plaques et traverseraient les États d'un bout à l'autre. Sutton se tenait toujours là, les paumes à plat sur le capot de sa propre voiture, la chaleur du matin commençant déjà à réchauffer le métal sous ses mains. Il parla sans se retourner. « J'ai ma carte militaire et mes ordres de congé dans le véhicule. Je suis Navy d'active. Je peux tout vous montrer tout de suite. » Hargrove s'approcha. « Je me fiche de vos papiers militaires. On peut acheter un uniforme dans n'importe quel surplus store. Ça ne veut pas dire qu'on l'a mérité. » Skaggs éclata de rire. Un rire bref, laid, qui se propagea sur tout le parking. Sutton ne dit rien. Ses doigts se crispèrent un peu plus contre le capot, mais il ne bougea pas. Hargrove contourna le véhicule jusqu'au côté passager et essaya la poignée. C'était verrouillé. Il se tourna vers Sutton. « Ouvrez !» Sutton garda une voix égale. « Je ne consens pas à une fouille. Il n'y a pas de cause probable. » Hargrove ne marqua aucune pause. Il se tourna vers Skaggs. « Ouvre, on a des circonstances d'urgence. » Il n'y avait aucune circonstance d'urgence, aucune arme visible, aucune odeur de contrebande, aucun signe de danger. Juste une immatriculation propre. Il y eut un homme coopératif et 2 policiers qui avaient déjà décidé ce qu'ils voulaient te trouver. Skaggs utilisa un Slim Jim pris dans sa voiture pour faire sauter la serrure. Ils commencèrent par la banquette arrière, ouvrirent un sac de voyage et en vidèrent le contenu sur le siège. Vêtements de sport, affaires de toilette, un roman de poche, puis la housse à vêtements. Skaggs l'ouvrit et en sortit un uniforme bleu de cérémonie de la Navy, impeccablement repassé, parfaitement plié, et décoration alignée avec précision. Hargrove prit l'uniforme des mains de Skaggs et le tint par le cintre, le tournant dans la lumière comme s'il s'agissait d'un accessoire. Il regarda Skaggs avec un demi-sourire. « T'en as déjà vu un vrai, un Navy SEAL ?» Skaggs jeta un regard à Sutton puis à l'uniforme. Pas un qui ressemble à lui. Ils se mirent tous les deux à rire. Sutton entendit chaque mot. Sa mâchoire se serra. Sa respiration resta contrôlée. Derrière le comptoir de la station-service, une jeune femme blanche nommée Colleen Fitch resta immobile, son téléphone levé vers la vitre, en train d'enregistrer. Elle avait commencé à filmer dès l'instant où la seconde voiture était arrivée. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. La caméra saisissait tout. Le rire, l'uniforme brandi comme un costume, et cet homme plaqué contre le capot qui avait mérité chaque décoration cousue sur cette tenue, et debout en silence pendant que 2 hommes qui ne les avaient jamais gagnés s'en moquaient. Hargrove sortit une paire de menottes de sa ceinture et saisit sans prévenir le poignet gauche de Sutton. « Tournez-vous, les mains dans le dos. » Sutton se retourna lentement, gardant des mouvements délibérés. « De quoi suis-je accusé ? Soupçon de vol de véhicule aggravé et possession de biens volés. » Hargrove serra la première menotte.
Les plaques sont revenues propres, dit Sutton. Le VIN correspond à ma carte grise. Vous savez que ce véhicule n'est pas volé. Hargrove tira violemment le second poignet en arrière et verrouilla la menotte. On réglera ça au poste. Sur la Highway 9, les voitures commençaient à ralentir. Un monospace blanc avec une famille à bord passa à moitié vitesse. La mère, côté passager, regardait par la fenêtre, une main sur la bouche. Un pick-up se gara un instant sur le bas-côté, puis repartit. Un homme à moto ralentit, regarda, et puis continua sa route. Tous virent la même chose. Un Français menotté à côté de sa propre voiture pendant que 2 agents le traitaient comme s'il avait commis le crime du siècle. Hargrove attrapa Sutton par l'arrière de la nuque et le poussa vers la voiture de patrouille. Arrivé à la porte arrière, Hargrove lui abaissa violemment la tête, bien plus fort que nécessaire. L'épaule de Sutton heurta le bord de l'encadrement. Le choc tordit le haut de son corps sur le côté et son front frappa la cloison en plexiglas à l'intérieur du véhicule. Une petite coupure s'ouvrit juste au-dessus de son sourcil gauche. Un mince filet de sang coula vers sa paupière. Sutton ne cria pas. Il ne sursauta pas. Il ne dit pas un mot. Il s'adossa au siège, les mains menottées dans le dos pendant que le sang descendait lentement le long de son visage, et il respira, lentement, méthodiquement, mieux de la façon dont on lui avait appris à respirer quand tout autour de lui s'effondrait, de la façon dont on respire dans des pièces que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Il attendit. Au bureau du shérif du comté de Coulter, Sutton fut traité comme un homme ayant commis un crime violent. On prit sa photo d'identité judiciaire sous des néons cruels, la coupure au-dessus du sourcil encore fraîche. Le sang séchait en une fine ligne sur sa tempe. On releva ses empreintes, et on confisqua son portefeuille, son téléphone, sa montre, sa carte militaire et l'enveloppe Kraft contenant ses ordres de congé. Chaque objet fut placé dans un sachet, étiqueté, rangé dans un casier derrière le bureau d'accueil comme s'il s'agissait de pièces à conviction dans une affaire de meurtre. On le conduisit dans un couloir étroit, puis dans une cellule avec un banc de béton et des toilettes en acier. La porte se referma derrière lui avec un bruit qui résonna contre chaque mur. Sutton s'assit sur le banc. « Je voudrais passer un appel. » Hargrove se tenait de l'autre côté des barreaux, les bras croisés. « Vous en aurez un quand on aura terminé le traitement. » Puis il s'éloigna. 1 heure passa, puis 2, puis 3. Aucun appel, aucune information, aucune explication. Le traitement avait pris moins de 15 minutes. Le reste ne fut que silence et béton. Dans le bureau de Hargrove, plus loin dans le couloir, le shérif et ses 2 putis étaient assis les uns en face des autres à rédiger leur rapport d'arrestation. Le document qu'ils produisirent n'avait presque aucun rapport avec ce qui s'était passé à la station-service. Il affirmait que le sujet s'était montré évasif et non coopératif durant le contrôle. Il affirmait que le sujet avait fait des mouvements furtifs vers le véhicule, compatibles avec une tentative de fuite. Et il affirmait que le sujet avait refusé de fournir une pièce d'identité et était devenu verbalement agressif lorsqu'on lui avait demandé d'obéir à des ordres légaux. Chaque ligne était un mensonge. Chaque phrase avait été conçue pour justifier ce que les caméras avaient déjà prouvé injustifiable. Et pendant que Hargrove signait son nom au bas de ce rapport, le Chevrolet Tahoe noir se trouvait dans la fourrière du poste, une déjà confirmée propre par 3 vérifications distinctes de bases de données. Aucun signalement de vol, aucune anomalie de VIN, aucune alerte d'aucune sorte. Hargrove avait vu les résultats. Il les avait enterrés parce qu'admettre que le véhicule était propre revenait à admettre que l'arrestation était injustifiée. Et Dwight Hargrove n'avait pas admis s'être trompé en 26 ans. Il n'allait pas commencer ce jour-là. Après 3 heures et 47 minutes, Hargrove apparut devant la cellule. « Vous avez droit à un appel. » Sutton se leva, marcha jusqu'au téléphone de service au bout du couloir et composa le numéro de mémoire. Il n'appela pas un avocat, il n'appela pas sa mère,
Il appela son officier commandant au Naval Special Warfare Command de Coronado, en Californie. L'appel dura moins de 3 minutes. Sutton parla en phrases courtes, précises. Il donna son nom, son grade et son numéro de service. Il donna son emplacement. Il décrivit le contrôle, la fouille, les menottes, la coupure au front, l'accusation fabriquée et les près de 4 heures sans appel ni eau. Il dit « Je suis détenu au bureau du shérif du comté de Coulter, en Géorgie. Le véhicule m'appartient. Les plaques sont propres. Ils savent qu'elles sont propres. » Son officier commandant, le capitaine Léon Briggs, posa une seule question. « Êtes-vous blessé ?» Petite coupure au-dessus du sourcil, je vais bien. Briggs répondit « Restez où vous êtes. On passe des appels. » La ligne coupa. En 20 minutes, le capitaine Briggs avait contacté le NCIS, le JAG Corps de la Navy et le bureau de liaison du département de la Défense pour les affaires policières. En 40 minutes, des téléphones sonnaient au bureau du shérif du comté de Coulter depuis des numéros de Washington, D.C. La sergente de permanence, une femme nommée Pam Gunter, qui travaillait à l'accueil depuis 9 ans, y répondit au premier appel avec le même ton plat qu'elle utilisait pour les plaintes de voisinage ou les problèmes de stationnement. Elle ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. La voix à l'autre bout du fil demanda à parler à l'officier responsable de la détention du Senior Chief Darnell Sutton. Elle transféra l'appel à Hargrove. Il décrocha dans son bureau, se cala dans son fauteuil et dit « Shérif Hargrove ». Ce qu'il entendit ensuite lui redressa la colonne vertébrale. Et la voix à l'autre bout se présenta comme venant du bureau du conseiller juridique général du Pentagone. Le ton n'était pas celui d'une demande, c'était une notification. Et pour la première fois de la matinée, l'assurance qui se lisait sur le visage de Dwight Hargrove se fissura. Pendant que Sutton restait assis dans sa cellule à fixer un mur de béton, 2 choses se produisirent simultanément sans qu'il le sache. La première commença derrière le comptoir de la station-service sur la Highway 9. Colin Fitch, la jeune employée de 23 ans qui avait assisté à toute la scène depuis la vitre du magasin, s'assit dans l'arrière-boutique pendant sa pause et ouvrit son téléphone. Elle avait enregistré 4 minutes et 11 secondes de vidéo à partir du moment où Skaggs avait sorti l'uniforme de la housse. La vidéo montrait l'uniforme levé comme un costume. Elle montrait les 2 agents en train de rire. Elle montrait un homme menotté qu'on poussait la tête la première dans une voiture de patrouille. Elle mit en ligne la vidéo sur 3 plateformes, avec une seule légende. Le shérif vient d'arrêter un homme français parce qu'il conduisait sa propre voiture. Il est militaire. Dans la première heure, la vidéo atteignit 12 000 vues. Dans la deuxième, elle dépassa 40 000. Les commentaires affluèrent. Les partages se multiplièrent. Des pages militantes locales s'en emparèrent. Un avocat spécialisé dans les droits civiques à Atlanta la repartagea avec ces mots. « Voilà Coulter County, voilà ce qu'ils font. » La seconde chose se produisit à 30 miles au nord, dans une aire de repos au bord de l'Interstate 16. Earl Jessup, le chauffeur routier qui avait été garé à la station-service ce matin-là en train de manger un sandwich, tomba sur la vidéo en faisant défiler son téléphone pendant un arrêt carburant. Il reconnut immédiatement la station-service. Puis il reconnut le Tao. Puis il se souvint de sa dashcam. Il récupéra les images depuis l'appareil et les regarda. Sa caméra avait capté toute la scène sous un angle plus large. La voiture de police bloquant le Tao, le tour du véhicule, la palpation, la fouille, les menottes, la poussée. Tout cela depuis une vue claire et dégagée. Jessup appela une chaîne locale d'information à Savannah. Il leur dit ce qu'il possédait. Ils lui dirent de ne rien effacer et envoyèrent une équipe le rejoindre dans l'heure. En début d'après-midi, le bureau du shérif du comté de Coulter recevait des demandes d'information de médias dont il n'avait jamais entendu parler, posant des questions auxquelles il n'avait aucune réponse. Et Dwight Hargrove, assis derrière son bureau avec un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, il commençait à comprendre que l'arrestation discrète qu'il avait réalisée à la pompe numéro 3 n'avait désormais plus rien de discret.
Hargrove ferma la porte de son bureau et dit à Skaggs de s'asseoir. « La vidéo est en ligne, dit-il. Skaggs l'avait déjà vue. Son visage était pâle. Hargrove ouvrit le rapport d'arrestation sur son ordinateur et le fixa. La phrase évoquant une tentative de fuite de Sutton ressortait à présent comme une mèche allumée. « Il faut nettoyer ça », dit Hargrove. Et il commença à modifier le document, adoucissant le vocabulaire, supprimant la mention d'une tentative de fuite, remplaçant verbalement agressif par mitzvah initialement non coopératif. Skaggs regarda sans rien dire. Il ne protesta pas. Il ne posa aucune question. Il resta dans le même silence qu'à la station-service et laissa Hargrove réécrire le dossier. Une fois la version révisée enregistrée, Hargrove prit le téléphone et appela l'avocat du comté, Vernon Poole, d'où il exposa la situation en termes vagues, minimisant la force utilisée, omettant la coupure au front de Sutton, présentant la vidéo comme trompeuse et sortie de son contexte. Poole écouta puis posa une seule question. « Le véhicule est-il volé ?» Hargrove marqua une pause. « Non. »« Relâchez-le, » dit Poole, « immédiatement. Aucune autre déclaration, aucun commentaire à la presse, rien du tout. Laissez-le simplement partir. » Hargrove résista. « Si on le relâche maintenant, et on aura l'air d'avoir eu tort. »« Si vous le gardez une minute de plus, » répondit Poole d'une voix plate, « ça devient fédéral. Ça l'est peut-être déjà. » Hargrove raccrocha. Il resta assis un long moment, la mâchoire contractée, les doigts tapotant le bureau. Puis il passa un dernier appel. Il ordonna que le Tao soit déplacé de la fourrière du poste vers un site secondaire situé à 30 miles au sud, à Jesup. Quand on fit finalement sortir Sutton de sa cellule, Hargrove lui remit un sac plastique transparent contenant son portefeuille, son téléphone et sa montre. Sa carte militaire et ses ordres de congé se trouvaient dans une enveloppe séparée. Aucune excuse. Aucune explication. Hargrove lui dit simplement que les charges étaient en cours d'examen et que son véhicule pourrait être récupéré une fois l'enquête terminée. Sutton demanda où se trouvait le véhicule. Hargrove répondit « À Jesup, à 30 miles au sud, et vous pourrez aller le chercher quand on aura terminé. » Sutton se retrouva sur les marches du bureau du shérif du comté de Coulter à 16h17, sans véhicule, sans moyen de transport, avec une coupure au-dessus du sourcil figé par le sang séché. Dans une ville où il n'avait jamais mis les pieds, sans aucune raison de faire confiance à qui que ce soit, il mit les mains dans ses poches et commença à marcher. Le lendemain matin, 3 SUV noirs entrèrent sur le parking du bureau du shérif du comté de Coulter. Les hommes et les femmes qui en descendirent ne portaient pas d'uniforme, mais leurs accréditations parlaient de plus fort que n'importe quel badge dans le bâtiment. 2 agents spéciaux du NCTS, un enquêteur aux droits civiques du département de la Défense, un représentant de la division des droits civiques du FBI. Ils franchirent de la porte d'entrée à 8h06 et demandèrent à parler au shérif Dwight Hargrove. Et Pam Gunther, la sergente de permanence, regarda fixement les badges fédéraux posés sur son comptoir, puis décrocha le téléphone sans un mot. Dans la première heure, les enquêteurs avaient sécurisé les images extérieures de la station-service. Les 2 angles, en pleine résolution, horodatées. Ils avaient déjà les images de dashcam d'Earl Jesup, préservées par la chaîne de Savannah qui les avait copiées la veille. Et ils avaient téléchargé la vidéo du téléphone de Colin Fitch directement depuis son appareil, avec sa pleine coopération. Et puis ils trouvèrent ce que Hargrove avait espéré que personne ne chercherait. 2 versions du rapport d'arrestation. L'original déposé à 13h42 la veille, affirmant que Sutton était évasif, non coopératif, et avait tenté de fuir, et la version amendée, enregistrée à 15h58 seulement quelques heures plus tard, avec un langage adouci et la mention de fuite supprimée. Les métadonnées étaient intactes, les horodatages étaient irréfutables. Un agent du NCIS posa les 2 versions côte à côte sur le bureau même de Hargrove et demanda «
Vous voulez expliquer pourquoi il y en a deux? Hargrove demanda son avocat. Les entretiens qui suivirent occupèrent le reste de la journée. Colin Fitch décrivit ce qu'elle avait vu derrière le comptoir. Le contrôle, la fouille, le rire, l'uniforme brandi comme un accessoire. Earl Jessup décrivit la voiture de police entrant en biais sur le parking, bloquant le Tao avant même qu'un seul mot n'ait été échangé. Deux automobilistes qui avaient nos ralentis sur la Highway 9 déposèrent des témoignages décrivant Sutton menotté, calme et immobile, pendant que Hargrove le poussait dans la voiture. 3 clients à l'intérieur de la station-service déclarèrent avoir entendu l'échange par la porte ouverte. Tous les récits concordaient. Sutton était calme. Sutton coopérait. Le Sutton n'avait jamais élevé la voix, jamais résisté, jamais bougé sans y être invité. Le shérif était agressif. Le shérif était moqueur. Le député suivait sans poser de questions. Et les 2 rapports posés sur le bureau confirmaient ce que les images avaient déjà prouvé. Hargrove n'avait pas seulement arrêté un homme innocent. Il avait essayé de l'enterrer ensuite. L'enquête fédérale ne s'arrêta pas à la station-service. Elle alla plus loin. Les enquêteurs assignèrent à comparaître 5 années d'archives du bureau du shérif du comté de Coulter. Chaque contrôle routier, chaque détention, chaque rapport d'usage de la force déposé sous l'autorité de Hargrove. Les analystes n'eurent pas besoin de beaucoup de temps pour voir apparaître le schéma. Il était accablant. 74% de tous les contrôles routiers initiés personnellement par Hargrove visaient des conducteurs noirs ou latinos dans un comté composé à 68% de blancs. Les chiffres à eux seuls auraient été dévastateurs, mais la trace écrite rendait la situation encore pire. Les enquêteurs sortirent maintenant des dossiers de plaintes de pièces de stockage et d'armoires métalliques au sous-sol du bureau du shérif. Certains étaient dans des chemises si anciennes que les bords en avaient jauni. 8 allégations antérieures de recours excessif à la force. 11 plaintes formelles pour profilage racial. Toutes, sans exception, avaient en été examinées puis classées sans suite en interne. Et toutes, sans exception, avaient été classées par Hargrove lui-même. En tant que shérif élu, il supervisait son propre processus disciplinaire. Il était le bureau des plaintes. Il était la commission d'examen. Il était le dernier mot. Et son dernier mot dans chaque affaire avait été que rien ne s'était passé. Puis les témoins commencèrent à se manifester. 3 anciens députés, il ayant quitté le département au cours des 4 dernières années, contactèrent les enquêteurs fédéraux via une ligne de signalement anonyme. Leurs témoignages dessinèrent le portrait d'un service pourri par son sommet. Les insultes raciales comme tellement courantes dans la salle de pause et lors des patrouilles. Hargrove désignait certains quartiers du comté avec des termes qu'aucun responsable officiel ne devrait jamais prononcer à haute voix. Que les députés qui résistaient ou refusaient de participer à des contrôles ciblés étaient discrètement affectés aux équipes de nuit, privés de promotion ou poussés à la démission. L'un des 3 anciens députés remit aux enquêteurs quelque chose qu'ils n'attendaient pas, un enregistrement. C'était un fichier audio provenant d'un barbecue du département 2 étés plus tôt, capté sur un téléphone laissé en enregistrement sur une table de pique-nique. Dans cet enregistrement, on entendait Hargrove raconter une blague à un cercle de députés. La blague parlait d'un homme noir conduisant une belle voiture et se faisant arrêter parce qu'on pensait qu'il l'avait volée. Le public riait à la chute. C'était exactement le scénario qu'il avait fabriqué contre Darnell Sutton à la pompe numéro 3. Quand les enquêteurs fédéraux firent écouter cet enregistrement dans une salle de briefing fermée, personne ne dit un mot. Personne n'en avait besoin. Le schéma n'était pas seulement visible. Il était documenté, répété et systémique. Et il avait été protégé pendant plus d'1 décennie par l'homme même qui était censé l'empêcher. Un grand jury fédéral se réunit dans le district sud de Géorgie. Les audiences durèrent 2 jours. Les preuves furent présentées méthodiquement. Les images de la station-service, la dashcam, la vidéo du téléphone de Colin Fitch, le rapport original et la version amendée avec leurs métadonnées accablantes,
Les 5 années de données sur les contrôles, les plaintes enterrées, les témoignages des anciens deputies, l'enregistrement du barbecue. Le second jour, le grand jury rendit les inculpations. Le shérif Dwight Hargrove fut inculpé de privation de droit sous couvert de l'autorité publique, en vertu du 18 USC section 242, de complot visant à entraver la justice pour les rapports falsifiés et amendés, et de fausses déclarations dans le cadre d'une enquête fédérale. Le député Ronnie Skaggs fut inculpé comme co-conspirateur et poursuivi pour complicité de violation des droits civiques. Il avait obéi à chaque ordre. Il avait ri à chaque moquerie. Il était resté là pendant qu'un homme innocent était fouillé, menotté, blessé et enfermé. La loi avait un mot pour ce genre de silence. L'avocat du comté, Vernon Poole, fit lui aussi l'objet d'une enquête pour son rôle dans les conseils donnés à Hargrove durant les heures entre l'arrestation et la libération. Les procureurs examinèrent si son instruction de relâcher Sutton relevait d'une manœuvre de limitation des dégâts ou d'un véritable avis juridique. Poole coopéra pleinement, remit ses relevés d'appel et ses courriels, et fournit une chronologie détaillée de ses échanges avec Hargrove cet après-midi-là. Il évita l'inculpation, mais sa réputation dans le comté de Coulter ne s'en remettrait jamais complètement. Et Hargrove obtint sa liberté sous caution et fut suspendu de ses fonctions en attendant le procès. Le bureau du gouverneur publia un communiqué confirmant qu'un shérif intérimaire serait nommé. 2 jours plus tard, Hargrove se présenta derrière un pupitre devant le palais de justice du comté et donna une conférence de presse. Sa voix était stable, mais son regard était dur. Il qualifia l'inculpation de chasse aux sorcières fédérales, alimentée par la pression médiatique et des agendas politiques. Il déclara avoir servi fidèlement le comté de Coulter pendant 26 ans et qu'il serait blanchi. L'extrait fut repris par les médias nationaux dans l'heure. Il devint viral, mais pas en sa faveur. Les sections de commentaires se remplirent de liens vers la vidéo de la station-service, de captures des statistiques d'arrestation et de citations tirées de l'enregistrement du barbecue. Hargrove avait passé 26 ans à contrôler le récit dans le comté de Coulter. Celui-là, il ne pouvait plus le contrôler. Le procès fédéral s'ouvrit un lundi matin dans le district sud de Géorgie. Il dura 2 semaines et demie. Dès le premier jour, les procureurs projetèrent les 3 sources vidéo synchronisées en écran partagé. Sécurité de la station-service, dashcam d'Earl Jessup, vidéo de Colin Fitch. Le jury regarda sous 3 angles Sutton obéir à chaque ordre pendant que Hargrove tournait autour de lui, le raillait, fouillait, puis fabriquait les accusations. Ils entendirent Mulder la remarque sur le surplus store. Ils entendirent Skaggs rire. Ils virent Hargrove pousser la tête de Sutton dans l'encadrement de la voiture et observèrent la coupure s'ouvrir au-dessus de son sourcil. Sutton témoigna le 4e jour, avec la précision de quelqu'un formé à rédiger des comptes rendus d'après-action. Chaque mot, chaque geste, chaque minute sur ce banc de béton. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas résisté, il marqua une pause. « Parce que je sais ce qui arrive à un homme noir qui résiste, même quand il a raison, surtout quand il a raison. » 3 anciens députés décrivirent une culture de service bâtie sur les insultes et l'application sélective de la loi. Un expert en statistique présenta les données sur les contrôles. 74% des interventions de Hargrove visaient des conducteurs noirs ou latinos dans un comté composé à 68% de blancs. Et la défense de Hargrove prétendit qu'il avait agi sur la base d'un signalement légitime de véhicules volés. Les procureurs prouvèrent qu'aucun signalement de ce type n'existait dans aucune base de données. Le jury délibéra pendant 5 heures, coupable sur tous les chefs. Hargrove fut condamné à 6 ans, Skaggs à 2 ans. Aucun des deux ne présenta d'excuses. L'action civile suivit. Sutton porta plainte contre le comté de Coulter, Hargrove et Skaggs, invoquant détention illégale, l'usage excessif de la force, profilage racial, fabrication de preuves et indifférence délibérée. La procédure de discovery fit apparaître des courriels internes
entre responsables du comté qualifiant le comportement de Hargrove de problème connu, tout en notant qu'il obtient des résultats et que les électeurs l'aiment. Le comté accepta un règlement de 4,2 millions de dollars et entra dans le cadre d'un consent décret fédéral imposant supervision indépendante et formation obligatoire sur les biais, caméras piétons, commission civile d'examen et rapport démographique sur tous les contrôles et arrestations. Le nom de Hargrove fut retiré du mur d'honneur du département. Son portrait fut décroché du hall du palais de justice. Aucune cérémonie, aucune annonce, juste un crochet vide sur le mur et la marque pâle laissée par le cadre. Cette affaire était brutale. Mais l'affaire de droite part dans une spirale encore plus